possédons pas, si nous ne partageons pas les penseurs centraux de notre culture, on ne s'entendra pas qu'il nous soit aisé d'arriver à un accord intellectuel sur les problèmes qui sont pour nous les plus importants, comme par exemple peuvent l'être pour nous les problèmes fondamentaux de l'art et de la philosophie. Emerson et Thoreau connurent pleinement cette difficulté à se faire comprendre. J'ai pris pour parabole de l'auto-vocation d'Emerson comme écrivain les phrases suivantes, extraites d'un de ses essais les plus célèbres, dans la première série, La confiance en soi. Je rejette père et mère, femme et frère, quand mon génie m'appelle. Je voudrais écrire sur les poteaux et sur les portes caprice. J'espère qu'en fin de compte il s'agit de quelque chose de mieux qu'un caprice, mais nous ne saurions passer la journée en explication. Deux remarques à ce sujet. Premièrement, rejeter père et mère, femme et frère, c'est selon le Nouveau Testament ce que vous avez à faire quand le Seigneur vous appelle et que vous cherchez le royaume des cieux. Selon l'Ancien Testament, écrire sur les poteaux de la porte, c'est ce que vous faites pour la Pâque, pour détourner l'ange de la mort, et c'est aussi là que l'on place des extraits du texte du Deutéronome dans des mezuzahs, pour signifier que des Juifs vivent dans cette maison et qu'ils obéissent aux ordres du Seigneur de porter ses paroles et de ne jamais les renier en tous les temps, en tout temps. Ainsi Emerson place-t-il la vocation et l'acte de son écriture dans le lieu public réservé à la parole de Dieu, dans les deux testaments qui fondent notre culture. Est-ce qu'il est sérieux, lui? La seconde remarque que je ferai sur ce passage d'Emerson est qu'il reconnaît que son écriture pose précisément la question de son propre sérieux. Dans la parabole que je viens de citer, il proclame à la fois que son écriture est une question de vie et de mort, et c'est la voie de sa foi et de sa rédemption, et aussi que tout ce qu'il écrit est caprice. À mon sens, cela veut dire que sa mission est de créer le langage dans lequel il s'expliquera, et donc cela sous-entend à la fois qu'il n'existe pas en l'état un tel discours entre lui et sa culture, et que dans cette mesure il n'a pas à ses propres yeux de justification. Le chemin qui lui est ouvert est de miser sur le sérieux de sa vie, sa conviction, sur ce que nous n'aurons pas de mots pour désigner avant qu'il n'accomplisse l'œuvre de sa vie. Appeler cela caprice, si bien que si je réponds que mon obstination à comparer par exemple le cinéma avec Shakespeare et la philosophie est fondée sur le caprice, vous saurez comment il faut l'entendre. Me voici prêt à proposer comme ultime exemple, pour ébranler nos convictions quant à la valeur des films de cinéma comme sujet de pensée. Pennies from Heaven, film bien moins heureux que notamment les 7 comédies des années 30 que j'ai énumérées comme formant le genre originel du remariage. Ces films sont suffisamment agréables et compréhensibles pour mériter d'être reçus et conservés précieusement comme des comédies légères, sans faire remonter à la conscience davantage du matériau qui se trouve dans la recherche du bonheur que ce qui vous vient à l'esprit naturellement. Alors que si le brio de Pennies from Heaven ne vous frappe pas d'emblée, si du moins vous ne vous convainquez pas assez vivement que la juxtaposition choquante d'attitudes que présente ce film fait partie d'une étude, entre autres du pouvoir dérangeant du cinéma, il vous semblera probablement trop déplaisant et confus pour que vous lui consacriez le moindre temps de réflexion. Forcément, il sera un peu difficile d'y réfléchir, puisque c'est une comédie musicale hollywoodienne qui apparemment cherche à saper les conventions qui ont rendu possible la comédie musicale hollywoodienne. Par conséquent, on se trouve devant le paradoxe que sa réussite dépend du travail de sape que ce film exerce à ses propres dépens. S'il absorbe le pouvoir de conviction de la comédie musicale hollywoodienne, alors qu'il n'a pas sapé ce pouvoir. Si au contraire il n'aborde pas le pouvoir de la comédie musicale hollywoodienne, alors il manque de tout pouvoir de conviction. La réponse à ce paradoxe serait de dire « Ce film a la conviction d'une œuvre qui s'en prend aux sources conventionnelles de conviction dans son moyen d'expression, justement en concevant à nouveau les sources de cette conviction. » C'est à peu près ce que l'on pourrait dire du cours qu'a pris le modernisme dans les autres arts majeurs. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai parfois dit qu'à présent l'art existe dans la condition de la philosophie, puisque la condition de la philosophie a toujours été d'essayer de se fuir, ce qui pendant plusieurs siècles a pris la forme du désir de chaque nouveau grand philosophe de répudier le passé du sujet. Je veux dire, de le répudier philosophiquement. Un des efforts les plus célèbres dans ce genre
et les plus couronnés de succès dans le domaine des arts est la répudiation de la théâtralité par Bertolt Brecht au moyen du théâtre lui-même, donc du théâtre reconçu. Mais quand on réfléchit au cinéma, il ne s'agit pour le moment que de mots. C'est une idée qui ne possède pas de mise en œuvre communément appréciée et reconnue au cinéma proprement dit. Elle ne nous apprend rien sur le point de savoir si, par exemple, Penis from Heaven réussit ou échoue, selon les nouveaux termes que nous lui accordons. La leçon est toujours que la seule chose qui puisse nous l'apprendre, ce sont les détails de l'œuvre en particulier. Prenez les deux détails dans lesquels ce film met le plus évidemment en cause les conventions de la comédie musicale hollywoodienne, plastique, à savoir le fait que ce genre a recours à la post-synchronisation des voix, et le fait qu'il déploie des trésors d'imagination dans la fiction pour motiver de façon réaliste ces numéros chantés et dansés, qui sont pourtant du domaine de la fantaisie. Quand le héros, à la petite semaine auquel son banquier vient de refuser toute avance pour monter son spectacle, se lance dans un duo joyeux avec celui-ci et que sa voix est post-synchronisée par une voix de femme, ou quand le mendiant estropié et ronchon se lance dans une exécution athlétique et produite de façon éblouissante de la chanson titre du film, la violence de l'émotion ressentie à voir mise à l'épreuve sous mes yeux les conventions de la comédie musicale hollywoodienne était seulement accrue par le fait que je trouvais les numéros vraiment pros et captivants. Si bien que si Penis from Heaven est une parodie, c'est aussi une célébration, un hommage. Le film reconnaît que les comédies musicales naïves, qui lui donnent sa substance, aient été tout aussi roublardes et mystérieuses que tout ce qu'il peut revendiquer comme son bien. Il montre que les conventions de la comédie musicale hollywoodienne sont plus profondes que nous n'aurions pu le penser, qu'il ne suffit pas pour détruire ou surpasser ce qu'elles révèlent, des désirs et des satisfactions de l'homme, de les exagérer, et que d'ailleurs cela ne peut se faire par aucune voie évidente. Et si cela est vrai de la comédie musicale hollywoodienne, dans quel cas cela ne serait-il pas vrai du cinéma réussi ou de l'art en général? Pourtant, à la fin, ce film n'est pas à la hauteur de son propre savoir, et à mon oreille, il produit une note assez fausse pour contribuer à la faire passer inaperçue. À le faire passer inaperçu. Voilà, voici ce qui se passe. Le héros qui est arrêté pour un crime terrible, qui, nous le savons, a été commis par le mendiant estropié. Et l'on arrive au comble de l'exploration de la voix humaine et des émotions véhiculées par la chanson populaire à laquelle se livre ce film, avec le moment où le héros trouve sa propre voix, non pas tant dans le chant mais dans la simple parole. Quant à la potence, il prononce les mots de ce que l'on peut reconnaître comme le couplet de la chanson Penis from Heaven. Demander au texte d'un auteur d'être assez solide pour pouvoir être récité à la potence. C'est une façon ambitieuse de tester une écriture. À mon avis, dit par Steve Martin, le texte passait plutôt bien. Rien alors ne devrait s'opposer à ce que la fiction finisse bien. On aurait pu voir le gouverneur arriver au pied de l'échafaud dans sa limousine, après qu'une escorte de motos hurlantes lui eût ouvert le passage, et il aurait chanté un air où il aurait gracié notre héros. Au lieu de cela, le film arrive à son dénouement, à la sauvette. On voit le héros qui réapparaît devant sa petite amie, sans aucune raison dans la fiction, en disant quelque chose du genre « on s'est donné trop de mal pour que ça ne finisse pas bien ». Voilà qui revient en gros à supposer que l'on peut se débarrasser à volonté des conventions qui donnent sa force au film. L'erreur que cela représente s'accroît si nous remarquons que la situation finale du film fait allusion à un autre ouvrage dramatique, plus célèbre, dans le titre duquel il est aussi question de Petite Monnaie, l'opéra de Katsu, de Bertolt Brecht et Kurt Weill. À la fin de cette œuvre, le héros criminel aux valeurs bourgeoises chante sur l'échafaud et reçoit sa grâce d'un messager à cheval, si bien qu'en n'arrivant pas à trouver la manière de dire que son héros mérite d'être gracié peut-être sous la forme d'une consolation ironique. Penis from Heaven est infidèle à la fois à son moyen d'expression hollywoodien et à sa source dans le théâtre brechtien de la distanciation. Terminons avec l'autre moment d'imitation et d'hommage de ce film, le plus périlleux, celui où Steve Martin et Bernadette Peters rejouent le numéro de Fred Astaire et de Ginger Rogers sur Let's Face the Music and Dance d'Irving Berlin. Ce que le film étudie à ce moment-là de manière particulièrement extravagante, c'est la nature de ce que l'on appelle notre identification au personnage, de l'action dramatique. La reprise du numéro avec les voix qui s'emparent des personnages au moment où ils se mettent à chanter révèle
que l'identification au cinéma ne consiste pas à imiter les personnages, mais résulte du fait que nous sommes possédés par eux. Or, entre tous les numéros d'imitation que l'on aurait pu essayer avec les grandes stars de l'histoire d'Hollywood, de Chaplin à Gable et Hepburn, celui qui a moins de perdre l'esprit, aucune personne normale n'aurait essayé de faire passer du domaine du fantasme au domaine public. C'est l'idée de se voir dans un numéro de Fred Astaire. Personne d'autre ne pourrait plier son corps aussi parfaitement aux exigences de cet esprit, de sorte que nous devons nous demander comment Martin et Peters se tirent de cette prise de possession impossible. Et la réponse, à mon sens, est qu'ils sont assez convaincants pour que je doive demander à quel point l'original est convaincant, et si quant à lui il réalise son invitation dramatique en entrer en piste et danser Face the Music and Dance. Je remarque que de tous les grands moments d'Astaire, c'est peut-être celui qui est motivé le plus bizarrement. En prélude à la danse, on assiste à un petit drame où il perd son argent dans un casino, puis sortant et marchant un pistolet à la main, avec lequel il s'apprête à se faire sauter la cervelle, il voit une femme en robe du soir qui monte sur un parapet. Il a saisi avant qu'elle n'ait pu sauter. Il jette son pistolet et c'est alors que commence le numéro chanté et dansé. Si l'on décrit la chose ainsi, détaché de l'expérience que nous en avons, on peut se demander comment ils peuvent faire tout cela sans fou rire. Mais quand nous vivons l'expérience de ce moment ou quand nous nous souvenons de moments similaires, nous savons qu'Astaire a réfléchi mieux que personne à ce qui constitue la motivation de la danse, à ce qui fournit ces occasions. Aussi vaudrait-il peut-être mieux que nous y réfléchissions davantage dans le cas présent. Le petit drame d'ouverture, où les actions mises en musique ne sont ni parlées ni chantées, ni dansées, évoque la condition du mime, ce que les élisabéthains appelaient pantomime ou spectacle muet, dumb show, comme celui auquel ont recours les acteurs dans la pièce à l'intérieur de la pièce d'Hamlet, qui jouent leur scène en silence avant de réciter leur rôle. Si vous prenez de cette manière ce prélude ou cette invitation à la danse non dansée, c'est-à-dire comme une sorte de prophétie ou de parabole de la compréhension qu'a Astaire de sa manière de danser, on peut alors entendre qu'il proclame par là que le but de la danse est de nous soustraire non pas à la vie, mais à la mort. Quoique l'idée de se soustraire à la vie soit une conception de la danse et de la comédie, et je suppose de l'art en général plus courante que l'idée exprimée par Astaire, où la danse sauve de la mort. Elle n'en est pas moins métaphysique. La conception d'Astaire dans laquelle la danse consiste à entrer en piste en réponse à cette vie de conséquences inexorables, qui se révèle être les conséquences de plaisirs désespérés, cette conception serait alors la traduction concrète de ce que voulait dire un penseur tel que Nietzsche lorsqu'il parlait de danse, comme lorsque Zarathustra nous adjure par ces mots « Ô les cœurs, mes frères, ô plus haut encore !» et tâchez aussi de ne pas oublier les jambes, ô les jambes aussi, bons danseurs que vous êtes. Quelque chose qu'il aurait appris, je pense, entre autres choses, d'Emerson. Dans un passage comme celui-ci, extrait de notre essai de la première série des essais d'Emerson, tout ce que nous nous figurions bien établi branle et frémit, et la littérature, les cités, les climats, les religions abandonnent leurs fondations et dansent sous nos yeux. Un numéro de danse de Fred Astaire et de Ginger Rogers projeté sur un écran peut-il avoir une telle qualité? De quel niveau devrait être cette qualité? Nous parlons là de choses sérieuses.